Bienvenue dans Dissiper, une conversation qui avance comme dans la vraie vie, pas toujours en ligne droite. Je suis Marie Tavares et avec des entrepreneurs, des artistes, des personnalités ou des sportifs, on va parler de ce qui nous anime, de ce qu'on rate et de ce qu'on comprend souvent avec le recul. Parce qu'au fond, les détours en disent bien plus que les raccourcis sur qui on est vraiment. Salut Léa, Hello. bienvenue sur Dissiper. Est-ce que, avant qu'on commence, tu pourrais, s'il te plaît, te présenter rapidement en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, donc je me présente, je m'appelle Léa Vigier, j'ai 32 ans et je fais 2 choses dans ma vie. Un des aventures, pour casser les tabous sur les maladies mentales et en particulier la bipolarité et 2 des conférences en entreprise pour inspirer et sensibiliser à la santé mentale. OK, top. Du coup, si tu veux bien, on va faire un petit retour dans le temps, que tu nous racontes ton histoire, jusqu'à maintenant et puis on fera des digressions bien évidemment, au passage. Est-ce qu'on peut commencer par ton enfance? Ouais, carrément. Alors, quel genre de petite fille t'étais? Écoute, j'étais une petite fille, joyeuse. Ouais. J'avais des très bonnes notes à l'école. J'avais mes meilleurs amis dans l'allée. J'allais faire du roller. J'écrivais des petits poèmes. J'ai eu une enfance, très heureuse et où j'étais, quelqu'un de très stable, qui allait super bien. Donc vraiment pas une enfant à problème, quoi. OK, Mmh. OK. Tu pas des petits hobbies, un peu chelous d'enfant? Est-ce que tu avais un ami imaginaire, un truc, parce que moi j'en avais. Non, c'est vrai? Oui. Alors moi, c'était plus, j'avais des hobbies, déjà dans le milieu entrepreneurial. C'est-à-dire que OK. petite, Ouais, mais genre à 10 ans, tu vois? ouais. J'allais voir, tous les membres de ma famille, je leur proposais des services contre genre 10 centimes, tu vois? Ouais. Ou, même un peu plus, parfois genre des massages à 5 €. Waouh! Tu sais, donc j'allais vraiment voir tout le monde et je disais: Ouais. «Tu pas envie d'un petit jus d'orange À pressé?» 10 €. Et donc là, ma sœur me disait: «Ah ouais, pourquoi pas?» Je disais: «OK, je note 20 centimes» et à la fin de la semaine, j'allais leur demander, leur Ouais, ardoise et j'allais leur demander de me payer. Je faisais quoi d'autre? J'organisais des restaurants, ouais. chez moi. Donc du coup, j'allais faire les courses et cetera. Bon, c'était mes parents qui payaient les courses et il y avait la soirée restaurant et avant d'arriver au restaurant, ils allaient dans des boutiques que j'avais organisées dans les différentes chambres OK, avec, bah, des choses à acheter, quoi. Donc évidemment. évidemment, donc des bracelets, des petits crocodiles en perles et OK. cetera, quoi. Ouais, Donc génial. assez marrant quand même de faire ça quand tu es, ouais, fin primaire, collège, ouais, Mais c'était ça c'était mes côtés conscient ou chelous. c'était juste que tu jouais à la marchande et Ouais, c'est ça, c'est je pense que en fait, ça m'amusait, je trouvais ça ouais, marrant et puis, depuis toute petite, moi, je disais à ma famille, «Je serai une grande entrepreneuse, j'aurai une boîte avec, plein d'employés» et cetera, quoi. Donc ouais, le côté, marchand m'éclatait, quoi. OK. Mmh. Tes parents étaient là-dedans? Tu avais un modèle, Pas Ah du ouais, tout. pas du tout. Non, non, j'avais aucun modèle, dans ce milieu-là. Je sais pas du tout pourquoi, Ouais. j'avais cette volonté-là. Je pense que il y avait un côté, peut-être un peu créatif que j'avais et j'avais envie de réaliser, voilà, les 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 rêves ou en tout cas les projets que j'imaginais. Mais non, non, mes parents, ils étaient, tu vois, salariés dans des grosses boîtes. Ils sont restés dans la même boîte, toute leur carrière. Donc non, bizarrement, j'avais pas ce modèle-là. Mmh. OK. Du coup, après, tu grandis, adolescence, toujours aussi tranquille? Ou, Alors, adolescence, on va dire un petit peu plus mouvementée. ouais. Ça allait quand même très bien, j'avais des très bonnes notes, mais les week-ends, donc j'avais un groupe de meilleurs amis, les week-ends, on sortait, beaucoup et on n'avait pas été sensibilisés aux dégâts de l'alcool. Mmh. Donc on buvait énormément et c'était vraiment, normal pour nous Ouais. de faire des blackouts, de pas se souvenir du lendemain et Ah, cetera. genre quel âge, Dès mes 14 ans. Ouais. Ouais. Ah ouais, une autre époque, Ouais, 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 ouais. Non, mais tu vois, dans ma famille, par exemple, il y avait de l'alcool à chaque repas. Ouais. Donc c'est vrai que j'avais pas cette perception de Mmh. l'alcool peut être quelque chose qui peut être, mauvais
pour toi. Et Mmh. puis, en fait, ce que je ne savais pas, c'est que, bah, quand tu bois comme ça de l'alcool en excès et par exemple, tu vas faire un blackout. Donc un blackout, c'est tu te réveilles le lendemain, tu te souviens de rien. Ouais, Bah, si tu te souviens de rien, c'est que ça a attaqué ton cerveau ouais. et que, du coup, ça a un impact sur ton cerveau. Et en fait, quand tu es adolescent, ton cerveau, bah, il se construit et il est pas stable à ce moment-là. Il est vraiment en construction. Et donc, du coup, si par exemple tu bois en excès, bah, ça va l'empêcher de bien se stabiliser. Comme OK. le fait, par exemple, de fumer de la marijuana ou de prendre de la drogue, quoi. Et ça, OK. c'est quelque chose dont je n'avais pas du tout connaissance. Et voilà, c'était un sujet dont je n'avais pas été Ouais. sensibilisée. Et je pense que les jeunes le sont pas vraiment. On leur dit souvent c'est interdit, c'est grave, et cetera, mais on leur dit pas, ça peut avoir Ouais, un telle impact à conséquence. vie sur ta santé. Mmh. Mmh mh. Et donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, moi, je me souviens au lycée, j'étais, quelqu'un de très intense. OK. C'est-à-dire que voilà, j'étais intense dans tout ce que je ressentais, dans tout ce que je faisais, mais mes amis et moi-même, on se disait que c'était juste ma personnalité. J'étais une OK. personne intense. On OK. s'est pas dit: «Il y a un problème». Ouais. Ouais. Oui, parce que les adolescents, c'est souvent intense. Mmh. Enfin, toujours les extrêmes, tout est très, très triste, très joyeux, très dur, enfin, c'est souvent, Oui, 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 oui. Après ouais, bon, moi, c'était quand même beaucoup plus fort, quoi. ouais. Tu Voilà, as un c'est juste ça. exemple concret où Bah, c'est juste, tu vois, j'avais des journées où j'arrivais pas trop à me lever, où je mmh pleurais beaucoup, où c'était vraiment difficile. Comme j'avais des journées où, j'organisais 1 million de choses, mh. j'étais vraiment à fond. Donc, c'était quand même assez intense. OK. Et après donc je vais à l'université, donc, je vais à Paris Dauphine en master, et on va dire que je vis en effet les choses de manière intense, mais ça vient pas impacter mes études. Mmh. Donc, c'est pas non plus, ultra alarmant. Et puis en fait, ça va être plutôt vers mes 22 ans que là, je vais commencer à avoir vraiment des très grosses phases OK. avec, du coup, un premier déclenchement qui va être, à mes 22 ans. En fait, je me réveille après avoir lu un livre sur un explorateur, qui était parti en Équateur et je me dis: «OK, beh, je vais partir en Équateur, dans la jungle et je vais aller trouver le trésor que lui, il a cherché, quoi». OK. Et donc je me réveille vraiment en mode, bah, bien sûr que je vais trouver le trésor, quoi. Ouais. Donc, 2 semaines plus tard, je pars avec, j'avais réussi à convaincre un camarade de classe et je pars en Équateur avec, bah, j'avais tout acheté chez Decathlon, j'avais jamais marché de ma vie, donc c'était quand même assez insensé et surtout ultra irresponsable parce que je Ouais. pars dans la jungle, complètement en autosuffisance, et cetera, quoi. OK. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé et qui maintenant, avec le recul, je sais que c'était, ma première crise, qui OK. était du coup ce qu'on appelle les crises maniaques, crise up. C'est ces moments où en fait, tu as des ambitions qui sont complètement démesurées. Tu te penses, invincible. Mmh. Tu as une énergie aussi qui est complètement, démesurée et tu ne vois absolument pas les risques. Et donc, à ce moment-là, à mes 22 ans, moi, je pars donc, en Équateur et donc j'ai cette expérience-là qui, bien sûr, va très mal se passer parce que je ne suis pas, préparée. Donc, on se retrouve, dans des situations très compliquées, dans la tempête, on pense que on va mourir. Moi, j'ai des hallucinations et cetera. Et ça, c'est quelque chose, du coup, après, qui va rester comme un trauma, mais qui aussi va débuter une vie où je vais vraiment vivre des très gros hauts et des très gros bas. OK. Voilà. Et ton entourage, comment il gère, À ce ces moment-là, moments-là? On se dit: «Ah, c'est Léa, elle fait toujours des trucs de ouf» ou? bah, là, pour cette première expérience, ils se disaient: «Bah, elle pète un câble un peu, c'est Ouais. bizarre». Mais en même temps, ils arrivaient pas à me raisonner Mmh. et en même temps, ils trouvaient que c'était incroyable comme histoire. Donc, et puis moi, en fait, quand je suis revenue, ça a été tellement un moment ultra fort qui m'a fait beaucoup de mal, qui m'a fait souffrir et cetera et qui était tellement, hors norme que quand je suis revenue, en fait, j'en ai parlé à personne et j'ai voulu en parler à personne. Et ça, c'est aussi un autre point, c'est que quand on vit ces crises-là, on se retrouve un peu dans l'isolement parce qu'en fait, on se dit: «Mais les gens pourront pas comprendre».
Les gens pourront pas comprendre ce que j'ai vécu, les gens pourront pas comprendre pourquoi je suis partie faire ça et cetera, quoi. Donc Mais toi-même, tu comprends pourquoi tu as fait ça ou à ce moment-là, ouais, sur le coup, tu décryptes, ce qui se passe ou je me rends pas du tout compte que c'est irresponsable à ouais, ce moment-là. Heu, juste, je me dis, en fait, je commence à me dire: «OK, j'ai un chemin tracé qui, est différent des gens normaux d'accord. et en fait, mon chemin de vie va être différent parce que, j'ai cette, je sais pas, croyance au fond de moi que, j'ai un chemin que je vais faire qui, je sais pas, va apporter des choses à la société. Il y a un peu cette croyance d'être, ouais, quelqu'un de hors norme, quoi OK. et qui fait que du coup, tu te dis: «En fait, les autres, c'est des gens normaux et ils pourront pas me Mmh croire, mh. ils Mmh. pourront pas me comprendre». Et donc c'est vrai que moi, quand je suis revenue, bah, j'étais traumatisée et en même temps, je m'étais dit: «Bah, je l'ai fait, j'ai osé y aller et cetera» et donc bah, en fait, je sais faire des choses hors normes et je vais continuer à faire des choses hors normes. OK. Donc il y a c'est ça qui est un peu, compliqué parce qu'en fait, tu expliques du coup pas tout à tes proches, tu en discutes pas avec tes proches et cetera. Parce que tu as cette, croyance que en fait, tu as un chemin, à toi, unique, original et que tu es quelqu'un, qui va sûrement changer le monde. OK, c'est Mmh. incroyable et du coup, donc tu disais, tu appelles ça les phases de up. Ouais, Du coup, il y a une phase de down ouais, qui suit. ouais. Hem, donc tu rentres en France après cette expérience, tu en parles pas trop autour de toi. Comment tu rebondis? Comment tu repars? Parce que c'est pas la seule aventure folle que tu aies faite. C'est quoi la suite? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, après une crise comme ça, up, du coup, après, bah, je vais vivre un down OK. et donc le down, c'est vraiment l'opposé du up. Donc c'est, tu plus d'énergie, tu as envie de dormir en continu, tu te détestes, tu te trouves nul, tu plus goût à la vie, tout est compliqué, tu plus à Mmh. réfléchir, tu plus à trouver, des solutions aux problèmes. Donc tout est dur et pendant cette période-là, bah, tu te sens aussi seul et tu te sens aussi incompris par les autres. OK. Parce que, bah, c'est des mots qui sont invisibles Mmh. et donc bah, les autres n'arrivent pas à comprendre que tu souffres. Ils n'arrivent pas à comprendre que en fait, c'est vraiment, bah, quelque chose de très dur que tu vis. Donc ça va être aussi un moment du coup où tu vas te dire: «Bah, en fait, je suis seule, les autres me comprennent pas» et cetera, quoi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu arrives à ressortir de ce down, donc dans la majorité des cas, parce que tu te fais aider par un psychiatre avec, des médicaments et cetera. Bah, quand Mais tu du coup, pardon, oui, du coup, là, quand tu te fais traiter, on te dit, c'est une phase, dépressive. dépression? Ouais, Voilà, voilà. une dépression, on te donne OK, des antidépresseurs. OK, OK. Et bien, en fait, le truc, c'est quand tu vas ressortir de ta phase down, bah, en fait, tu as envie de prendre une revanche sur la vie. Mmh. Parce que tu as passé des mois à être incapable de tout, à être quelqu'un de faible et donc bah, tu as envie de prendre une revanche sur, cette période down Mmh mh. et donc tu as envie de rattraper le temps et tu as envie aussi de te dire que tu as pas souffert pour rien et que tu as souffert parce que, bah, en fait, tu as une destinée qui est grande, tu vois? Mmh. Moi, je me disais souvent, tu vois, j'avais l'impression d'être, comme la Jésus, quoi, mais vraiment. Je me Mmh. disais: «Je suis Jésus, donc j'étais là pour souffrir, mais pour faire de grandes choses», tu vois? OK. Et donc, bah, tu vas facilement aller repartir en up parce que, Ouais, bah, en fait, tu veux refaire des grandes ouais, choses et tu repars, tu vois? ouais, tu repars de plus belle, Exactement. Mmh. OK et donc la suite de tes aventures, là, du coup, tu disais là, donc cette première phase, c'est vers 22 ans, Ouais, c'est ça? ouais. Tu as un travail à ce moment-là? Tu continues les études? Ouais, je continue les études à OK, ce moment-là. Donc je vais à l'ESSEC, OK, donc c'est une école de commerce. Je fais du coup mes études et puis à la fin de mes études, je vais décider de partir en Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc pareil, avec cette sensation que les autres me comprennent pas, c'est pour ça que je veux pas rester en France. Parce que OK. je me dis: «Les gens en France me comprennent pas» et
Pardon. Mais du coup, en fait, tu te sens souvent seule? Parce que tu te Mmh. sens seule dans le up et seule Ouais, dans le ouais, exactement, ouais. OK. Tu as ce sentiment d'être, seul et d'être incompris, la plupart du temps, ouais. Ouais, c'est dur Ouais. ça, à gérer, j'imagine, de se sentir, sans cesse incompris, Oui, voilà, c'est ça, c'est une souffrance que tu as en continu mmh, et qui vient en effet, ajouter aussi au fait que, bah, du coup, ça va être d'autant plus dur de mmh, comprendre ce que tu as parce qu'en fait, tu n'acceptes pas, aussi la vision et les avis des autres. mmh, oui, C'est-à-dire que quand les autres, tes proches qui t'aiment, te voient partir, dans tous les sens sur un projet, mmh, te mettre à risque. Par exemple, quand je suis partie bosser en Afrique, donc je suis partie pour, bosser pour le compte d'une entreprise qui m'avait missionnée pour monter des immeubles de coworking, des espaces de coworking. Donc je suis partie à Abidjan pour, monter un premier espace de coworking et donc moi, je me suis dit: «Mais je suis investie d'une mission, je vais monter un truc énorme. Les gens vont enfin voir qu'en fait, je suis une personne hors du commun, que je suis une très grande entrepreneuse et tout» et donc au point où derrière, bah, je m'écoutais plus et donc je me suis mise en danger plein de fois parce que, bah, en fait, vu que j'étais épuisée tout le temps, bah, par exemple, j'ai attrapé 3 fois le paludisme, ah ouais, tu vois? Je regardais pas quand je traversais la rue, je me suis fait renverser et casser des côtes. J'écrivais mes mails sur mon téléphone, mais il y avait pas de trottoir, donc je tombais dans les caniveaux et dans les caniveaux, du coup, je me suis attrapé un asticot dans le pied. Enfin, tu vois? Que ah des ouais, histoires, mais ouais, insensé et donc mes proches, quand ils me disaient: «Mais Lia, là, ça va pas mmh, et il faut que tu te calmes, et cetera». mmh, Moi, j'étais là en mode: «Mais vous ne comprenez pas, je suis en train de monter quelque chose qui est énorme, mmh, on compte sur moi et vous comprenez pas mon ambition» et cetera. ouais, Donc moi, j'étais là en mode, «Vous me comprenez pas» et cetera. mmh, Alors que la réalité, c'est que ils avaient raison, ouais, ouais, tu vois? ouais, ouais, Ils mais avaient du raison, j'allais beaucoup trop loin ouais, et du coup, je me mettais en danger et surtout au bout d'un certain moment, j'allais éclater en morceaux et là, du coup, ça allait être la période down et j'allais être très mal et voilà, quoi. Donc c'est aussi ça qui est compliqué, c'est que c'est une maladie qui amène les personnes à pas mal s'isoler, en mmh, tout cas à se sentir seules et incompris mmh, et du coup, ça empêche, un bon mmh, diagnostic, et une bonne compréhension au final de mmh, qui on est, ce qu'on a. Il y a un autre petit truc, c'est que dans tes phases up, il y a des choses qui font que en effet, tu es très bon. mmh, C'est-à-dire que dans tes phases up, vu que, bah, tout marche en sur-régime, dans tes phases up, en gros, c'est faut imaginer, la sécrétion un peu de toutes tes hormones, de tes neurotransmetteurs qui font marcher ton cerveau et ben c'est pleine balle. Donc c'est une sécrétion qui est énorme. Donc il y a tout qui marche très vite. Tu as une énergie monumentale, donc tu peux mmh, travailler 12 heures sans t'arrêter. Tu as ton cerveau qui va très vite, donc tu as 1 000 000 d'idées, tu peux traiter plein de choses très vite et cetera. Tu as une, estime de toi qui est tellement énorme que tu as de l'ambition et que tu sais où est-ce que tu veux aller. mmh, Tu crois tellement en toi que tu peux réussir à vendre un stylo à 1 000 €, tu vois? Parce que tu n'as même plus de limite mmh, entre ce qui est moral et pas moral. Donc du coup, OK, tu vois, ça m'arrivait de vendre et de mentir. OK. Et donc toutes ces choses-là font que, par exemple, dans le milieu professionnel, bah, tu es vu comme quelqu'un d'incroyable. Et donc ça vient pas aider, Bah oui, tu mmh. vois? Ouais, Le ça te fait de se dire, conforte, bah, tu vois, c'est pas bien, en fait. Parce qu'en fait, dans le milieu professionnel, on va te dire: «Mais vas-y, mais ouais, continue». ouais, bah grave, déchire-toi, Mais vas-y. exactement, tu veux faire le boulot de 5 personnes, mais vas-y, tu vois? Ouais, Donc incroyable. ouais et donc moi, c'est vrai que toutes mes phases, maniaques, dans la majorité des cas, ont été du coup dans le milieu professionnel. Parce que, bah, en fait, mes boss et les personnes avec qui je bossais Mmh, étaient très contents bah ouais, et continuaient. Sauf que le moment où je craquais, là, ils étaient plus contents ouais, parce mmh, que là, ils voyaient la différence, quoi. C'était de fois 10 mmh, à diviser par 10 et donc là, ils étaient pas contents, ils voulaient se débarrasser de moi, quoi OK. et ça venait du coup, bah, ajouter la difficulté et la peine que j'avais à tomber en dame et quand du coup, tu vis cette désillusion pendant plusieurs mois et cet échec,
Mmh. et surtout cet échec aussi, sociétal où tu dis: «Putain merde, en fait, j'ai pas été, la grande Mmh. entrepreneuse et tout». Mmh. Bah, du coup, après tu veux re te venger. Donc du coup, tu repars, OK, tu vois? OK. Et comment comment tu gères les relations, du coup? La famille, les amis, parce que tu as les gens qui voient ce que tu es en train de faire, qui se disent: «C'est pas raisonnable», qui essayent un peu de te cadrer, de te retenir, de te protéger. Mmh. Hem, Est-ce qu'il y a un moment où les gens, ça les saoule, ça les fatigue? Ils finissent aussi par s'éloigner puisque toi-même tu mets de la distance parce que tu te sens incomprise? Comment tu gères Mmh. les relations, Ouais. En effet, c'est un gros sujet. Ouais. Alors, on va parler des différentes relations. Donc relations, familiales, bah, c'est vrai que du coup ça a beaucoup bougé dans le temps et que moi j'ai beaucoup reproché des choses à ma mère parce que je remettais tout sur ma mère: «Ah mais tu me crois pas. Ah mais tu comprends pas, ce que Mmh. j'ai» et cetera. Après bon, bah, la chance qu'on a, c'est que nos parents, bah, ils partent jamais quoi. Mmh. Donc ils se disent juste: «Bon, bah, ça va pas» et puis ils attendent que ça passe. Ensuite du côté, amical, je pense que la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, j'ai des groupes d'amis OK. et donc vu que j'ai des groupes d'amis, en fait, quand il y en avait une, par exemple, qui s'éloignait un petit peu parce qu'elle en avait marre, il y avait les autres qui étaient là et je OK. pense que si j'avais pas eu de groupe d'amis, c'est possible. Je pense que enfin, vu comment c'était compliqué, je pense que j'aurais sûrement perdu, Mmh. voilà, ces amis-là. Mais vu que j'étais avec des groupes, bah, en fait, il y en a une, par exemple, elle en a marre, bon, Ouais, bah, elle relais. s'éloigne et puis il y a les autres, tu vois, qui Ouais, sont là et ouais, en fait, elle gère le relais. Mais c'est vrai que pour les proches, tant que tu es pas traité et diagnostiqué, c'est très dur. ouais. C'est très dur, c'est très fatigant parce que tu es face à quelqu'un qui, dans ses ups, te dit qu'elle a raison sur tout, qui t'explique la vie. J'étais insupportable, hein. Mmh. J'envoyais des énormes messages en te disant: «Non, mais tu te trompes sur ta vie, je vais t'expliquer c'est quoi ta vie» Mmh. et cetera et puis après, quand ça allait pas bien, il fallait s'occuper de moi, quoi. Mmh mh. Donc c'était quand même, c'est quelque chose qui est très lourd. C'est vrai qu'on parle peu des malades mentaux. Pourtant, c'est plus de 2 millions de Français en France. Mais alors les proches, on n'en parle Ouais, vraiment pas du tout ouais. et pourtant, moi, je le vois aujourd'hui, je reçois beaucoup, beaucoup de témoignages de proches. Mais c'est très dur pour les Mmh. proches Mmh. parce que tant que la personne n'a pas découvert ou ouvert les yeux sur le fait qu'elle avait une maladie, bah, un proche, il peut rien faire, quoi Mmh. Mmh mh mh. et du coup, ouais, il voit ce qui se passe, mais il peut rien Mmh. faire, la personne, n'écoute pas et et puis surtout, en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand la personne est en phase down, bon, elle est quand même beaucoup plus ouverte, aux autres et cetera, parce qu'elle a besoin quand même un peu des autres. Mais quand tu es dans la phase, up, Mmh. enfin, tu t'en fiches, quoi. Tu es là en mode: «Mais toi, tu crois pas en moi? Mais vas-y, tu plus Mmh. je te Mmh. raye de ma vie», tu vois? Ouais, ouais. Donc ouais, c'est un Mmh. véritable enjeu et j'ai une pensée particulière à plein de bipolaires qui m'envoient en effet des témoignages et qui se retrouvent isolés parce que, Mmh. beh, ouais, ils ont perdu, bah, leurs amis, et cetera, quoi, Mmh à mh. cause de ça. C'est pour ça qu'il y a une vraie urgence à, aider au diagnostic, Ouais. à aider, au fait que les gens comprennent mieux cette maladie, comprennent, comment elle marche pour que les gens puissent comprendre qu'ils ont cette maladie beaucoup plus tôt, parce qu'aujourd'hui, Mmh. c'est 9 ans en moyenne. Donc C'est 9 ans, énorme. c'est 9 ans pendant lesquels toi, tu te détruis, parce qu'en fait, Ouais. tu vis des très gros bas, ça abîme quand même ton corps. Mmh. C'est 9 ans où, bah, tu peux détruire une carrière professionnelle, Mmh. parce que, bah, en fait, si tu as fait de la merde dans plusieurs boîtes, c'est compliqué. C'est 9 ans pendant lesquels, bah, il y a des énormes risques de suicide, c'est 50 de tentatives de suicide. C'est OK. 9 ans pendant lesquels, bah, tu peux abîmer toutes tes relations, familiales, Mmh. Mmh. amicales, et cetera. Donc en fait, c'est 9 ans pendant lesquels, tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, qui peuvent détruire complètement une Mmh. vie. Mmh mh. Donc c'est pour ça qu'il y a une véritable urgence vis-à-vis du fait d'aider à ce que les gens comprennent qu'est-ce que c'est que la bipolarité et du coup aider les personnes à se dire: «OK, bon, bah, en fait, j'ai l'impression que ma sœur, que je sais pas, ma meilleure amie ou que moi-même, j'ai Mmh. l'impression d'avoir ces symptômes-là. Je prends rendez-vous chez le psychiatre et je lui explique, du coup, comment je me sens». OK. Comment, tu toi au diagnostic? Moi, le diagnostic, il va prendre 8 ans, parce qu'en fait, j'ai un psychiatre
qui, est pas un connaisseur de la bipolarité et moi dans mes hauts, je ne vu que je pense que c'est la moi, la vraie moi, Mmh. bah, je vais pas au rendez-vous psy et je lui raconte jamais, ce que je fais dans les hauts, parce que pour moi, c'est tout à fait normal, tu Ouais, vois? d'accord. Donc mon psy n'a pas du tout cette visibilité de ces hauts Ouais. et donc du coup, il pense juste que je suis dépressive chronique et que je fais des dépressions, tous les ans. OK. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, peut-être 5 6 ans, j'ai 2 de mes meilleurs potes qui commencent à me dire: «Léa, il y a un truc dans tes hauts, on t'adore pas». Alors que moi, je pensais que c'était la Léa, la super Léa, tu vois? Mmh. Où tu es hautaine, tu parles très vite, tu as 1 000 de projets dans tous les sens, mais on peut pas trop discuter avec toi, on peut pas trop échanger et cetera. Et donc à ce moment-là, moi, j'appelle mon psychiatre et je lui dis: «Bon, bah, faut peut-être que je vous parle un peu de mes hauts, comment je me sens» et là, il me dit: «Ah», au téléphone: «Ah, bah, peut-être que vous êtes bipolaire». Moi, à ce moment-là, j'ai tous les stigmates sur la bipolarité. Je me dis: «Mais c'est, finir en asile avec, une camisole». Mmh. Tu vois? C'est, Mmh. vraiment j'ai vraiment la vision la plus taboue qu'il peut y avoir de la bipolarité et donc je me dis: «Mais c'est pas possible, je peux pas être bipolaire». Et là, pendant 2 ans, en fait, je ne vais pas accepter, OK. ce diagnostic-là et c'est que 2 ans plus tard, parce que j'en peux plus, en fait, au final de mes hauts, de mes bas et de la souffrance que je ressens, que je vais changer de psychiatre qui va me poser un bon diagnostic et là, je serai soulagée, au final, de savoir que, bah, il y a une solution, que je peux ne plus souffrir, que j'ai une maladie, qu'il y a un traitement et qu'on va réussir, bah, à me soigner et à que je sois rétablie. Enfin, tu sais, tout à l'heure, tu disais, j'ai l'impression que c'est en fait, la vraie moi, c'est celle dans les up, mais du coup, comment tu sais qui tu es, tu vois, entre les 2? Mmh. Hem, c'est dur de savoir, enfin, Ouais, pour moi, ça a été ultra compliqué parce que, j'arrivais pas du tout à savoir qui j'étais. ouais. Parce qu'en fait, on dit que c'est pas un trouble de la personnalité, la bipolarité, que c'est un trouble de l'humeur et de l'énergie, mais en même temps, tu es tellement différent quand tu es en haut ou quand tu es en bas, Mmh. que du coup, j'étais là en mode: «Mais qui suis-je? Ouais. Qui suis-je?» Et ça, c'était un vrai questionnement que j'avais en continu et je me souviens que ça a été vraiment mon premier travail que j'ai dû faire quand j'ai été, diagnostiquée et je me souviens, j'étais allée du coup à une espèce de retraite, sur, l'identité et que j'étais là en mode: «Mais en fait, je ne sais pas qui je suis. Je n'arrive pas à savoir» et ça a été un vrai travail et puis, en fait, je pense que j'avais besoin d'être stabilisée pour comprendre au final qui j'étais, et me rendre compte au final de mes grands traits de caractère et ça, c'est assez beau au final parce que quand tu es enfin diagnostiqué, enfin traité, ben, en fait, tu apprends à te connaître et tu te rencontres vraiment et tu Mmh. comprends vraiment la personne, tu vois, que tu es et et ça, je pense que c'est une super belle histoire d'amour, tu vois? Ouais. De pouvoir avoir accès à ça. Déjà, bah, plus souffrir, parce que, Mmh. pour le coup, quand tu as cette maladie, tu souffres en continu et puis, bah, voilà, te rencontrer, comprendre qui tu es. Parce qu'au final, tu vois, je savais plus quoi mettre dans la maladie ou pas, mais par exemple, bah, je le vois aujourd'hui, c'est pas parce que, je suis bipolaire que, par exemple, j'aime faire des grandes choses, lancer des grands projets et cetera. C'est pas quelque chose qui est associé à ma bipolarité ou à ma manie. Parce qu'aujourd'hui, je suis stabilisée et j'adore lancer des gros projets et Mmh. cetera. C'est pas parce que je suis bipolaire que, j'aime aller, dans les extrêmes et me dépasser. Alors qu'avant, bah, je m'étais dit: «Bon, bah, en fait, c'est à cause de ma bipolarité, Mmh. c'est juste ça», tu vois? Et non, en réalité, stabilisée, j'aime me dépasser, j'aime, tu vois, faire des aventures, aller dans la montagne, faire de la Mmh. plongée en apnée et cetera, quoi. Donc par contre, bah, ouais, je me suis rendu compte que, par contre, peut-être l'hyperactivité, bah, ça, c'était quelque chose qui était vraiment lié à ma maladie OK. et dans mes je suis pas quelqu'un d'hyperactive, tu vois, dans ma vie de tous les jours et en étant, stabilisée, quoi. OK. Donc c'est ultra intéressant et au final, c'est une rencontre avec toi-même que tu peux faire seulement si tu te stabilises, quoi. OK. Donc voilà. Quand tu dis stabiliser, c'est, concrètement, c'est trouver, le
bon remède? Je sais pas comment Ouais, tu en fait, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la bipolarité, c'est une maladie chronique. Donc ça veut dire que c'est une maladie que tu as à vie. Donc OK, on ne peut pas la guérir. En revanche, on peut se rétablir et donc OK, la définition du rétablissement, c'est le fait qu'on peut vivre la vie qu'on a envie de mener. Donc, qu'importe, ce qu'elle est. Si comme moi, c'est une vie assez libre où je peux faire, des aventures, où je peux faire des conférences et cetera. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être avoir sa carrière, je sais pas, d'avocat et puis avoir une famille et cetera. Donc c'est avoir la vie qu'on veut mener malgré la maladie. Voilà et donc un rétablissement, comment il se construit? Il va se construire sur, plusieurs piliers. Ça va être, bah, un bon traitement, donc tester différents traitements et trouver celui qui te correspond le mieux et qui a le moins d'effets secondaires. Ça va être un bon accompagnement, donc psychiatre, psychologue, ou autre si tu as besoin d'autre chose et puis ça va être une hygiène de vie qui va te correspondre et qui va te permettre de te sentir stable. Il y a des personnes, par exemple, elles ont besoin de rester à un même endroit, habiter à un même endroit, à une heure très précise, se lever à une heure très précise et cetera. Moi, par exemple, j'ai des routines, mais elles sont pas aussi, strictes. OK, C'est-à-dire que moi, je peux dormir à plein d'endroits différents et cetera. Ça ne vient pas affecter ma stabilité. Puis j'ai des routines que je fais. Le matin, je note comment je me sens de 1 à 10. Je médite, tous les jours, je vais marcher tous les jours et cetera. Donc ça, c'est des choses qui sont essentielles à ma stabilité. Par contre, je le fais quand je veux dans la journée, tu vois? OK, OK, Et donc ça, c'est vraiment un ensemble de routines que tu vas, découvrir et que tu vas un peu, choisir pour voir qu'est-ce qui te permet de te sentir plus stable. Et pour réussir du coup à créer tout ça, en gros, ce qu'on propose donc aux personnes bipolaires, c'est faire de la psychoéducation. La psychoéducation, c'est de se former pour comprendre comment marche notre maladie et comprendre comment on peut mettre en place des outils, des routines, des plans d'action pour pouvoir gérer notre maladie et savoir, bah, être stable, voilà, la plupart du temps. OK. Donc, au-delà des routines, par exemple, je te donne des plans d'action que tu mets en place. Dès que je vois les premiers symptômes de la dépression, par exemple, la difficulté à me réveiller le matin, mon cerveau, je sais pas, que je me noie dans un verre d'eau très rapidement et cetera. Mon plan d'action est: je contacte ma psychiatre pour avoir un rendez-vous avec elle dans la semaine. Je préviens ma mère et mes meilleurs potes que je vais pas bien et que du coup, si elles peuvent être dispo un petit peu, dans la journée pour qu'on se voit ou pour qu'on s'ait au téléphone. Je coupe avec les réseaux sociaux. Je préviens, les personnes avec qui je bosse que je vais être, off pendant une semaine et donc là, j'ai mon plan d'action, ce qui me permet du coup, bah, en fait, de pas tomber plus bas et puis de me restabiliser rapidement. OK. Quand tu, enfin, naïvement, tu vois, quand tu te dis, donc tu décris la maladie up and down, donc tu te dis stabiliser. En fait, stabiliser comme ça, schématiquement, j'ai l'impression que c'est assez flat. Mmh. Sauf qu'en fait, toi, tu pas du tout une vie flat Mmh. et tu vois, j'aurais tendance à croire, mais encore une fois d'un point de vue archi naïf, que, quand tu es bipolaire, il faut éviter d'aller toucher les extrêmes. Donc tu vois, tu te dis: «Dès que je me sens partir plutôt vers le bas, je vais essayer tout de suite de me restabiliser, de rester à flot». Mais tu vois, j'aurais cru naïvement que si ça part aussi trop haut, tu peux dire: «Oh là là, peut-être là ça part trop haut, tu vois? Il faut que je reste un peu dans un truc un peu médian, un peu flat». Mais du coup, toi, tu as une vie qui est remplie d'aventures, tu fais plein de trucs, enfin, tu as toujours de l'intensité, des extrêmes et cetera. Tu vas nous raconter toutes les aventures que tu fais. Mais, enfin, tu vois ce que je veux dire dans ce truc? Comment tu arrives à gérer, Mmh. savoir, OK, pas trop bas, mais pas trop haut, mais haut quand même, mais quand même de l'intensité. Enfin, ta vie n'est pas plate, quoi, donc Ouais, très bonne question. Déjà moi, mon boulot le plus important, il est plutôt d'éviter les hauts OK, parce que pour moi, c'est vraiment les hauts qui vont déclencher des bas. OK, Donc j'ai une vraie, voilà, je fais vraiment attention, au fait de pas aller, trop vers les hauts et ta question, bah, elle est très bonne. C'est que c'est vrai qu'on recommande, aux bipolaires de manière générale, d'essayer d'avoir la vie la plus, bah, monotone, la ouais, plus stable possible parce que vu ils font déjà des hauts et des bas, bon, bah, c'est bien d'avoir quelque chose de stable. Le truc, c'est que moi, ce que j'explique, c'est que,
une maladie, il faut l'accepter, on l'a, mais elle nous définit pas. Mmh. Et donc moi, dans mon cas, j'ai des besoins qui sont à côté de la maladie, des besoins, voilà, de vie et cetera, qui sont tels que en fait, si je n'y réponds pas, bah, je vais me sentir super mal et je vais aussi faire une dépression, tu Mmh. vois? Et j'ai besoin, bah, ce qu'on appelle, tu vois, un alignement dans sa vie, sentir qu'on est au bon endroit, à l'endroit où on est, hein, voilà et où on se sent bien. Et donc moi, c'est vrai que donc j'avais le challenge supplémentaire de pouvoir vivre dans un environnement instable et rester stable malgré ma maladie. Mais c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, je me mets en position pour sensibiliser et pour donner de l'espoir aux personnes qui sont bipolaires. Parce que du coup, je leur dis, bon, bah, moi, j'avais le challenge le plus haut, qui était d'aller dans des très gros extrêmes et de rester stable. J'y suis arrivée, mais en prenant au sérieux ma maladie, en mettant en place vraiment tout un ensemble de routines, etc. Donc, j'ai envie de vous dire, de vous donner cet espoir de vous pouvez réaliser vos rêves, vous pouvez avoir la vie que vous avez envie de mener malgré cette maladie. Il va juste falloir que vous la preniez au sérieux et que vous mettiez en place un vrai plan d'action. Mmh. Voilà. OK, trop bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, tes folles aventures, donc que tu as eues après le diagnostic? Ouais, alors, bah, j'avais fait des aventures avant le diagnostic D'accord. et il faut savoir juste avant le diagnostic, j'avais fait une ascension d'une montagne, dans l'Himalaya et en gros, après avoir fait l'ascension, j'ai fait une énorme dépression. OK. Donc pour le coup, ça démontrait que j'allais avoir quand même un très gros challenge de Mmh. réussir à rester stable parce que, la dernière fois que j'avais fait une ascension, bah, j'étais montée haut physiquement Mmh. et j'étais descendue, bas, mentalement. Du coup, bah, c'est vrai que j'ai mis en place, du coup, tout un plan d'action avec ma psychiatre et j'ai voulu, bah, le tester et voir, si j'arrivais à rester, stable et donc je suis partie aller faire une ascension, au Kirghizistan, du pic Lénine. C'est à 7 134 mètres d'altitude, donc c'est quand même très, très haut. C'est une altitude à laquelle, il y a plus que 30 d'oxygène, il fait -25 degrés, donc c'est 20 jours d'expédition et donc j'y suis allée avec, un objectif, pas celui d'atteindre le sommet, mais celui de vivre l'expérience tout en restant stable et donc de la finir avec une stabilité et du coup de démontrer que, heu, en prenant au sérieux ma maladie et en mettant en place tout un plan d'action, je pouvais réaliser ces rêves, d'ascension puisque depuis, plusieurs années, j'étais vraiment fan de montagne, quoi. Mmh. Et donc je l'ai fait. Je dis pas que ça a été, facile. Au début, je suis allée dans mes travers. Je me suis pas trop écoutée, j'ai senti que voilà, je montais, je descendais et puis, progressivement, j'en ai parlé avec mon guide. Je lui ai expliqué qu'il fallait que je dorme beaucoup, qu'il fallait faire très attention à comment je me sentais, à pas trop pousser, pas aller trop vite pour m'empêcher de partir vers les hauts et on y allait étape par étape. Parfois, on a décalé d'un jour, et cetera, donc on s'est vraiment adapté et ce qui m'a permis de réussir à atteindre, le sommet, et à surtout redescendre et me sentir stable Mmh. et donc à ce moment-là, moi, ça m'a vraiment donné l'espoir de me dire, «OK, bon, bah, c'est bon, quoi. J'ai ma boîte à outils Mmh. qui est solide et qui va me permettre d'avoir la vie que j'ai envie de mener, qui pour moi est une vie où j'ai besoin de beaucoup bouger, où j'ai besoin de me dépasser et cetera, quoi. Et après cette ascension-là, j'ai voulu aller tester ma boîte à outils dans, le fait aussi de descendre très bas. Donc je suis partie aux Canaries et j'ai fait de la plongée en apnée avec un vice-champion du monde d'apnée, Stéphane Toureau. Et donc là, pareil, j'ai utilisé aussi ma boîte à outils, la méditation et cetera et ça m'a permis de descendre très profond, jusqu'à 40 mètres et de remonter et de me sentir toujours, stable. Et donc ça m'a permis de démontrer que, bah, en fait, oui, tu as une maladie chronique, elle est très forte, c'est le 6e handicap mondial, mais si tu l'acceptes, si tu mets en place tout un plan d'action, tu vas pouvoir mener la vie que tu as envie de mener. Et ça, c'est un espoir qui est très important parce que,
bah, en fait, les personnes ne veulent pas accepter leur maladie parce qu'ils se disent: «Je suis condamné». Et donc OK. si je suis bipolaire, bah, du coup, je suis condamnée à une vie, catastrophique. Et donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu es bipolaire que tu es condamné, tu vois? Mmh. Et donc si on donne cet espoir, si on donne ce rêve, bah, ça permet que les gens, du coup, acceptent leur maladie et mettent en place des choses. Ouais. Oui, il y a accepter, après il y a comprendre tous les mécanismes, C'est ça. mais le premier pas pour toi, c'est vraiment d'accepter, Ouais, c'est de ça, c'est en fait, c'est accepter, et accepter, ça veut pas dire se laisser définir. mmh, Tu pas juste une maladie. mmh, 2e, c'est du coup mettre en place un plan d'action. Et 3, bah, c'est transcender les limites qu'on a pu te donner et réaliser, tes projets et tes rêves. OK. Mmh. Aujourd'hui, comment tu arrives à, avoir confiance en toi? Toi, ta personne, tu vois? Là où, tu avais une confiance, genre démesurée, ce que tu Mmh. disais au début, surtout en phase de up. Aujourd'hui, comment tu arrives à mesurer, à dire: «Là, je sais, tu vois, je suis stable sur mes appuis, je peux me faire confiance», tu vois? Comment tu arrives Mmh. à gérer, Ouais, en gros, maintenant, ce que je fais, c'est que qu'importe, la décision, de je sais pas, d'un projet, d'une idée et cetera, je la prends jamais, sur le moment. OK. Je laisse toujours, plus de 2 semaines de réflexion et de voir comment je me sens pour justement pouvoir avoir ce recul et me dire: OK. «Ah, j'ai pas décidé de me lancer sur tel projet Mmh. ou de vouloir faire ça parce que en fait, je me sentais, je sais pas, plus confiante Mmh. qu'à d'autres moments». Donc en gros, ce que je fais, c'est que maintenant, pour pouvoir distinguer de quelque chose dont je suis vraiment capable et que Mmh. j'ai vraiment envie de faire et en prenant en compte, bah, voilà, les risques, mes défauts, mes faiblesses, je me laisse maintenant du temps et aussi j'en parle avec mes proches, pour avoir leur avis. Donc voilà, donc maintenant, j'ai développé beaucoup, le recul sur moi-même, l'autodérision vis-à-vis du passé. Je pense que c'est important aussi. Et puis, voilà, l'humilité de savoir que bon, bah, il y a des choses, ça va être plus difficile pour moi, et qu'il faut que je le prenne en compte. Ça veut pas dire qu'il faut que j'abandonne, mais juste me dire: «Bon, bah, il va peut-être te falloir plus de temps, il va peut-être te falloir de l'aide et cetera pour que tu puisses, y arriver». OK. Mmh. Comment tu as aidé ton entourage à t'aider? Mmh. Parce qu'ils ont dû aussi, eux, Ouais. décrypter, enfin, tu vois, Mmh. comment ça s'est passé? Ouais. Alors, 1°, j'ai fait un travail de détection vraiment de tous mes symptômes que je peux avoir, en phase up et en phase down pour pouvoir du coup aider mon entourage à capter, Mmh. si je suis en phase up ou en phase down. Parce qu'il y a plein de petites choses. Par contre, par exemple, il y a comment tu parles. Plus tu parles vite et aigu, plus ça veut dire que tu es en up. OK. Alors que si tu es en down, souvent ça va être, très lent et cetera. Mmh. Ça va être aussi, si tu pars sur plein de projets en même temps, que tu as 1 million d'idées et cetera, versus, tu as l'impression que le seul petit truc que tu dois faire est compliqué. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi un truc, c'est, juste de quantifier comment tu te sens. Donc de 1 à 10. Mmh. D'expliquer que, par exemple, quand tu es à 1, bah, c'est catastrophique. C'est que tu es envahi par les idées noires, que tu arrives plus à rien faire et cetera. Donc, par exemple, mes proches savent que, bah, 1/10, bah, faut m'apporter à manger, faut juste être présent, pas me demander, voilà, d'avoir une Mmh. discussion. Mmh. Et par exemple, je sais pas, si par en revanche, je dis: «Bon, bah, là, je suis genre à 11/10». Bon, bah, là, du coup, on sait que faut pas me lancer sur d'autres projets, faut pas, valider, avec moi, je sais pas, le fait de partir, je sais Mmh. pas, quelque part et Mmh. cetera et plutôt attendre que ça redescende. Donc pour moi, cette échelle, elle aide énormément parce que, dire: «Je vais pas bien», c'est très différent pour quelqu'un qui est bipolaire que, par exemple, quelqu'un qui va juste dire: «Je vais pas bien» parce que, je sais pas, il a une peine de cœur ou il y a quelque Mmh. chose qui va pas. Moi, si je dis: «Je vais pas bien», je suis à 1/10, bah, on est sur un risque, de suicide élevé, tu vois? Mmh. Donc Mmh. c'est pour ça que cette échelle aide beaucoup.
et à utiliser pour tout le monde. Ça, la question c'est: «Comment ça va?» Et ben moi je réponds 4/10. Mmh. Bah, du coup 4/10, tu sais que, bon, ça va pas trop et tout, c'est pas catastrophique, mais ça va pas trop et bah, ça me ferait plaisir, je sais pas, d'aller au cinéma, de faire des petites sorties, quoi. Mmh. Cette maladie, elle est due à quoi? C'est génétique? C'est héréditaire? Mmh. C'est déclenché par, l'environnement, la consommation d'alcool, par exemple, tu vois, tu Ouais, parlais? en fait, tu as 3 causes qui peuvent être soit seules, soit cumulées. Tu as la prise de substances, donc ça peut être des drogues, ça peut être aussi de l'alcool en excès et cetera. En tout cas, des choses alors il faut savoir que ça apparaît pendant l'adolescence, cette maladie, 14 et 25 ans, quand le cerveau est en construction et Mmh. donc du coup, bah, ça va être les drogues et cetera qui vont aller agir sur ton cerveau. Ça peut être aussi, lié à la génétique et donc héréditaire. Et puis ça peut être des traumas que tu as pu vivre dans ton enfance et qui du coup sont venus, bah, modifier des choses dans ton cerveau. Donc OK. voilà. OK. Après ce qui est important, c'est que, cette maladie, plus tu la détectes tôt, moins du coup elle va être forte. Parce qu'en fait, cette maladie, au fur et à mesure du temps, elle va devenir de plus en plus forte. Parce que c'est un peu une escalade. OK. Plus tu as un haut fort, Mmh. plus ton bas va être fort et ainsi de Mmh. suite. Donc plus tu le détectes dès les premières apparitions, plus du coup tu vas avoir peut-être une maladie chronique, mais au final qui va pas du tout être forte. Et donc je connais plein de personnes, par exemple, qui ont pas besoin de prendre de traitement et cetera, parce que ça a été détecté très tôt et que D'accord. du coup ils savent juste quelle est la bonne hygiène de vie pour se sentir bien et qu'ils ont pas besoin, de plus. OK. OK, ça marche. Mmh. Toi, aujourd'hui, tu fais beaucoup de choses pour faire parler de cette maladie, pour qu'elle soit plus connue. C'est fou, tu vois? Enfin, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que le mot bipolaire, il est archi connu. Enfin, tu vois, en maladie, enfin, c'est quel je pense que tout le monde connaît. Mais en fait, personne ne connaît la maladie. Donc toi, aujourd'hui, tu en as fait une espèce de mission. Pourquoi ça te tient autant à cœur? Au-delà du fait, bien évidemment, d'être directement concerné, mais tout le monde, tu vois, ne rebondit pas comme ça, comme toi. Mmh. Pourquoi aujourd'hui, Ouais, alors en fait, le mot bipolaire, il est très galvaudé, Mmh, parce qu'il est utilisé dans le langage courant, ouais. pour dire à quelqu'un: «Arrête de faire ton bipolaire». Mmh, Alors qu'en fait, il devrait dire: «Arrête d'être lunatique». Lunatique, c'est changer très vite, mmh, d'humeur. mmh, La bipolarité, c'est pas ça. La bipolarité, comme je te l'ai expliqué, c'est des grandes phases. ouais. Pareil, un bipolaire, les gens imaginent, quelqu'un qui tout d'un coup peut devenir violent, qui Mmh, tout d'un coup peut péter un câble. mmh, Donc directement, les gens, ils voient, quelque chose de très, abrupt, violent et donc les gens ont peur, mmh, d'un bipolaire. Alors qu'un bipolaire, en réalité, dans 99 des cas, il est dangereux pour soi-même, et dans 1 des cas, pour les autres, quoi. Et puis il y a aussi un autre truc, c'est que, bon, bah, les médias, les faits divers peuvent parfois parler des malades mentaux en disant, Bidule est sorti de l'hôpital psychiatrique, mmh, et a, découpé la tête de tous les gens de sa famille ou j'en sais rien. Et en fait, c'est des choses qui font vachement cliquer et donc qui amènent à ce que l'imaginaire collectif se dise: «Un malade mental est un fou furieux, est un serial killer qui va venir te tuer». Et donc, c'est assez injuste, mmh, qu'on ait cette image-là, surtout quand tu sais qu'il y a autant de personnes qui sont atteintes de cette maladie. Et c'est là où, du coup, est venue, bah, moi, ma volonté, d'aller faire quelque chose. C'est que en gros, tu as plein de maladies qui touchent beaucoup moins de Français. La bipolarité, c'est une la je crois que c'est la maladie, enfin, après la dépression qui touche le plus de Français. Donc avant les cancers et cetera. Donc ça touche, au moins 1,6 million de Français. Pourtant, ces gens-là, qui sont si nombreux, se cachent mmh, et n'osent le dire à personne parce que, bah, ils savent qu'ils vont être stigmatisés, vus comme des personnes, dangereuses, violentes, instables et donc bah, ces personnes-là, elles souffrent en silence.
Elles ont aucune compassion des autres, aucune aide, Mmh. et en plus, elles sont pas bien, suivies puisqu'on n'a pas assez de psychiatres et donc c'est la raison pour laquelle, bah, moi, j'ai envie d'essayer de faire bouger les choses et de permettre de changer l'image qu'il y a sur la bipolarité, de casser ces tabous-là et donc de permettre aux personnes de ne plus avoir honte, d'accepter leur maladie, d'arriver à vivre avec, de mieux la comprendre et donc ça vient aussi avec la psychoéducation que je fais dans l'asso dans laquelle je suis qui s'appelle Upstage et dans laquelle on propose toutes les semaines des lives avec des psychiatres pour les aider à mieux comprendre leur maladie et voilà, c'est donner de l'espoir à tant de personnes qui sont cachées, qui sont oubliées, qui ne sont pas soutenues, où, on n'est pas, aidé, par l'État. On n'a aucune subvention, rien. Même les particuliers ont beaucoup de mal à avoir de la compassion pour des malades mentaux. Beaucoup de mal à comprendre que c'est une maladie. Les gens vont dire: «C'est dans ta tête». Oui, c'est dans ma tête, mais dans ma tête, il y a des neurotransmetteurs, il y a des hormones, il y a une chimie qui est dérégulée. Donc c'est une maladie scientifiquement prouvée, tu vois? Mmh mh. Et ça, les personnes ont beaucoup de mal, en général. Donc c'est pour ça que, voilà, j'ai autant de sujets que j'ai envie de changer, parce que, bah, ça touche beaucoup trop de monde et j'ai envie de donner de l'espoir et aider, toutes ces personnes qui se cachent. Mmh. C'est beau. Merci. Tes actualités, du moment, donc là, Ouais. on tourne en décembre, 2025. Oui. Bah, écoute, cet été, donc j'ai fait un tour de France avec ma pancarte «Je suis bipolaire, tu m'invites». Mmh mh. Donc je me suis invitée aux tables des gens, à dormir chez les gens, dans les voitures et cetera avec ma pancarte. Le but, il était triple, c'était, déjà de casser la honte d'être bipolaire, montrer, bah, voilà, moi je m'assume, je suis bipolaire et montrer, une autre image qu'un fou en asile, mais Mmh. plutôt, bah, une jeune fille, qui a l'air tout à fait normale, Mmh. qui dit qu'elle est Mmh. bipolaire, et qui va à la rencontre des gens. Le 2e, c'était, bah, de sensibiliser, du coup, à la bipolarité et permettre qu'on en parle et donc que ça soit dans les médias et cetera pour qu'on puisse mieux expliquer la maladie, que les gens le comprennent mieux et puis 3e, c'était, bah, de collecter de l'argent et des dons pour l'association Upstage dans laquelle je suis pour qu'on puisse aider un maximum de bipolaires à mieux comprendre leur maladie par de la psychoéducation et OK. donc là, je sors mon documentaire et je fais une avant-première sur Paris le 12 janvier. Voilà. Génial. OK. Top. Bah, écoute, merci pour, ton temps. Merci pour tout ce que tu portes et puis, bah, écoute, très bonne continuation pour la suite. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Et voilà, c'était Dissipé. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles ou à partager autour de vous. Je suis Marie Tavares et je vous dis à très vite.